Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui aura pour thème donc l'année 2023. Je vais faire un petit peu un survol de l'état du ciel pour l'année 2023 et je m'attarderai surtout sur 3 déplacements planétaires qui auront lieu durant l'année. Alors vous avez présentement sous les yeux l'état du ciel pour le 1er janvier 2023 à 0h. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je prends cette carte du ciel? J'avais déjà il y a quelques années fait des études prévisionnelles sur le plan mondial en prenant comme base de départ le 1er janvier 2023 qui ouvre à chaque fois une nouvelle année. C'est en quelque sorte la révolution solaire, je dirais, mondiale, si on peut avancer cet argument. Je dis ça avec beaucoup de guillemets, bien sûr, mais c'est pour donner un nom. Et évidemment, la grande difficulté en astrologie mondiale, c'est que c'est mondial. Donc, ce que je vais vous indiquer n'a pas de valeur exclusive pour la France, mais sur le plan mondial. Gardez toujours ça présent à l'esprit. Alors comme tous les ans, au 1er janvier 2023, nous avons un soleil qui se trouve à 10 degrés du Capricorne, c'est-à-dire au tout début du 2e décan des natifs du signe du Capricorne. Et nous avons un Mercure en Capricorne, une Vénus en Capricorne et un Pluton en Capricorne. Autrement dit, une présence déjà fortement saturnienne. Ensuite, nous avons un Saturne en Verseau, Neptune en Poisson, Jupiter en Bélier, la Lune en Taureau, Uranus en Taureau et Mars en Gémeaux. Et tout ceci constitue la trame, en quelque sorte, je dirais un peu la matrice de l'année 2023. Alors bien sûr, vous me direz, oui, mais les planètes vont se déplacer. Oui, c'est un petit peu la même chose que d'ailleurs pour une révolution solaire. Vous savez, on calcule le thème pour le jour de la anniversaire, la date anniversaire, mais quoi qu'il en soit, les planètes vont continuer à se déplacer tout le long de l'année. C'est pourquoi, personnellement, je considère le thème de la révolution solaire comme marquant plus un état psychologique qu'un état, je dirais, prévisionnel. Mais ça, c'est mon approche personnelle, bien sûr. Alors, que dire de cette carte du ciel que nous avons sous les yeux? Eh bien, déjà, on voit une forte présence en Capricorne. 4 planètes, et pas des moindres, Soleil, Mercure, Vénus. Les 3 planètes dites intérieures. Soleil, je suis, Mercure, je pense, Vénus, j'aime, j'admire. Vous connaissez déjà tout ça, puisque je le répète régulièrement, et je continuerai à le répéter. La transmission, c'est le radotage et la répétition. Et puis, il y a une configuration exacte, Vénus-Pluton. Donc déjà, on a déjà une idée déjà d'un climat très saturnien. Donc un climat, je dirais, sérieux, grave, pesant. Saturne, eh bien, c'est le dieu du temps, dans la mythologie. Il fut à l'origine le père de l'âge d'or, ne l'oublions jamais. Donc ça marque une profondeur, ça marque du recul, ça marque évidemment de l'introversion. On n'est pas dans des puissances expansives. En revanche, ça gagne en profondeur, ça gagne en réalisme, ça gagne en structure, en solidité. Donc on a déjà un climat très ferme, très déterminé et très constant. Et on voit d'ailleurs que le Soleil est au trigone d'Uranus et de la Lune. C'est un trigone appliquant puisque la Lune va continuer d'avancer. Elle avance de 1 degré toutes les 2 heures. Donc on a un trigone appliquant Soleil-Lune et un trigone Soleil-Uranus. C'est intéressant déjà, cet aspect en signe de terre. Un Soleil Capricorne au trigone d'un Uranus Taureau. On est dans de la terre, c'est quelque chose de concret, de ferme. Autrement dit, on voit qu'il y a là un désir, on pourrait dire que le soleil va marquer le conscient collectif. Passez-moi cette formulation, mais il faut bien essayer de donner un peu un angle aux choses, une orientation, une couleur. Donc ce soleil qui va marquer le conscient collectif, qui va marquer la vitalité, le rayonnement,
l'énergie yang, si je puis dire, eh bien, est au trigone d'Uranus en Taureau. Ça veut dire qu'il y a là un désir de changement, un désir de rénovation, de réforme, voire de révolution. On va être collectivement poussé par une énergie où il va falloir, coûte que coûte, changer les choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir une prise de conscience aiguë de la nécessité de changer. Alors, changer quoi? Évidemment, ça va être la grande question. Mais tout au moins, cet aspect-là, Soleil-Uranus, sans tenir compte des signes dans lesquels ce trigone se produit, marque un besoin de changement. C'est un aspect d'indépendance, de liberté également. Donc, ça veut dire que toutes les questions qui auront attrait à la liberté seront au centre des préoccupations. Également un besoin de revoir, de réformer, de transformer pour aller de l'avant, pour également procéder à un balayage, à peut-être une forme de tabula rasa. On a déjà une idée de l'énergie qui va être déjà en place. Et puis on a après Mercure, qui est au sextile de Neptune et au sesquicarré de Mars. On a un Mercure Capricorne, donc un Mercure sur la maîtrise de Saturne, et il est au sextile d'un Neptune Poisson. C'est intéressant. Alors on a un Mercure qui est rétrograde, tout de même. Alors ça c'est valable pour le 1er janvier. Il ne va pas être rétrograde toute l'année. Mais on commence une année avec un Mercure rétrograde. Donc une année qui va nous demander de la réflexion, une prise de recul. Il ne faudra pas aller trop vite dans nos décisions, dans nos choix. Surtout qu'on a Neptune au sextile. Alors c'est bien, on a à la fois des forces rationnelles, Mercure en Capricorne, c'est le principe de réalité, et puis Neptune, c'est ce qui vient ouvrir de nouveaux horizons. C'est un petit peu l'idéalisme, l'utopie, et on voit qu'il y a une connexion par sextile entre ces deux astres. Autrement dit, il y a là ça se nourrit, il y a un aspect harmonique. Le sextile, pour moi, est un aspect, je dirais, mercuro-vénusien, pour moi. Donc, il est très constructif, il est très subtil à faire jouer, et Mercure est quand même lié. Donc, il y a du cogito, donc il va y avoir des aspirations, des idéalismes, de l'idéalisme, mais avec quand même la possibilité de faire le tri, d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui aurait tendance à être un petit peu flou, à être un petit peu en distorsion. Vous voyez, Neptune n'est pas une force de construction, c'est une force de rassemblement, mais c'est pas un principe de solidification, si vous voulez. Donc là, on voit qu'il y a un bel échange entre un Mercure Capricorne rétrograde et un sextile de Neptune. Autrement dit, les courants, il peut y avoir des communautés qui peuvent se créer autour d'un idéal et essayer de porter à bien et de construire au fil du temps cet idéal. Et nous avons également Vénus, conjoint à Pluton en Capricorne. Alors là, évidemment, c'est pas forcément l'aspect le plus gai, le plus drôle. Bon, cela étant dit, cette conjonction Vénus-Pluton est au sextile de Jupiter et au sextile de Neptune. Alors le sextile est un peu large, 5 degrés, je vous l'accorde. Là, j'ai un petit problème dans le réglage de mes orbes qu'il va falloir que je revoie, parce que tout de même, 5 degrés d'orbe là pour Vénus, Neptune, en plus c'est un sextile séparant, donc je vais un petit peu le minorer. Mais tout au moins on a quand même une configuration de Vénus-Pluton en Capricorne. C'est pas la position la plus facile pour Vénus. C'est un petit moment sombre, un petit moment où au niveau, c'est un plan collectif, Vénus marque les planètes d'accord au niveau de la vie sociétale. C'est la planète de la vie sociale, de la concorde également. Donc là, on a un petit climat un petit peu sombre. Alors évidemment, pour les personnes qui sont seules, elles se sentiront peut-être encore un petit peu plus seules. Bref, ça sera un petit moment un petit peu pas forcément facile pour Vénus, qui symbolise la chaleur, l'amour, les sentiments, la beauté. Alors, c'est vrai qu'elle est très assombrie, cette Vénus. Bon, même si elle est plutôt bien soutenue par Mercure, mais tout de même, il y a quand même quelque chose d'un petit peu sombre et de grelottant dans cette conjonction Vénus-Pluton-Capricorne.
Puis en même temps, cette Vénus, sur un plan collectif, qui marque la vie sociale, eh bien on voit qu'il va y avoir là aussi, attention, une mise en garde. Il va falloir être vigilant sur les menaces qui pourront régner autour de tout ce qui va être lié aux valeurs de Vénus. Vénus, c'est la beauté, c'est l'union, c'est l'harmonie. Attention à ce qui pourrait porter atteinte à tout cela. On est à une époque tout de même de désunion. Vous savez, on va vers un monde, comme je l'ai répété fréquemment dans mes précédentes études, on va vers un monde où on va être tous reliés, mais à distance. Reliés, mais plus en présence. On essaye de nous faire aller vers ce monde-là. Donc, il va falloir que nous soyons très très vigilants pour essayer de conserver Neptune, qui est l'empathie, qui est le tissu humain, essayer de lui laisser toutes ses lettres de noblesse à ce Neptune aussi, et Vénus en Taureau, qui est la planète de la sensualité, et en Balance, qui est la planète de l'esthétisme, et également pour le Taureau, mais c'est pas la même forme de beauté. Donc, attention, vigilance autour de ces questions. Puis on voit qu'il y a un semi-sextile Saturne-Neptune. Intéressant. Semi-sextile exact. On a là les forces rationnelles et les forces irrationnelles qui cohabitent d'une façon très subtile ensemble. Donc, c'est plutôt un bel aspect. Là aussi, on voit qu'il y a, comment dirais-je, sur le plan universel, collectif par Neptune, quelque chose qui peut prendre racine et se consolider petit à petit. Sur un autre plan, ce semi-sextile Saturne-Neptune peut-être marqué au fil du temps par rapport à la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Ça peut-être marquer à partir du mois de janvier une amorce, mais très 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 subtile peut-être dans cette guerre. Il y a peut-être là une amorce peut-être de discussions, d'accords qui vont commencer peut-être à ralentir la cadence de cette guerre, car n'oublions pas qu'en 2026, il y aura la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier, et on sait que le cycle Saturne-Neptune marque toute l'histoire de la Russie. Donc en 2026, il y aura, les choses seront définitivement réglées de part et d'autre. Mais ça va être de façon progressive, ça ne va pas se faire de façon spectaculaire. Ensuite, nous voyons que nous avons Jupiter en Bélier. Il est au sextile de la conjonction Vénus-Pluton et au semi-sextile de la Lune. Alors le semi-sextile de la Lune va très très vite se défaire. Donc je ne vais pas trop m'y attarder. Le sextile à la conjonction Vénus-Pluton, alors c'est un sextile dissocié. Alors en astrologie mondiale, les sextiles dissociés, j'en tiens pas compte. On a un sextile qui existe là, entre Vénus-Pluton et Jupiter. Alors là, c'est un Jupiter-Mars au sextile de Vénus-Pluton, c'est le combat pour les droits. Le combat pour maintenir ce qu'on peut appeler les libertés par Vénus. Vénus, c'est la liberté d'être, la liberté d'aimer, la liberté de créer, la liberté de se rencontrer, bref. Donc, il va y avoir là une tension et il va y avoir aussi là une concentration des énergies et des idées en ce sens. Donc, c'est une configuration que je trouve plutôt positive et bénéfique en ce début d'année. Et elle va marquer là aussi une attention particulière pour toutes ces questions. Ensuite, nous avons Uranus, dont j'ai parlé, qui est au trigone du Soleil, donc je ne vais pas y revenir. Et enfin Mars, lui, qui est dans le signe des Gémeaux. Et il est au sesquicarré de Mercure et au quinconce du Soleil. Alors c'est surtout le sesquicarré à Mercure qui est intéressant. On a un Mercure rétrograde et Mercure est le maître de Mars puisqu'il est en Gémeaux. Alors ça, c'est un aspect qui marque effectivement une année où, tout au moins, Mars va sortir du signe des Gémeaux au mois de mars. Donc on peut penser qu'il va y avoir encore un premier trimestre plutôt agité, assez électrique. Mars en Gémeaux, c'est la polémique, et justement, il est au sesquicarré de son gouverneur, qui est rétrograde. On a là 2 planètes en rétrogradation. Mars rétrograde, c'est pas vraiment dans ses attributs. Quand Mars rebrousse chemin, il n'aime pas du tout. Mars, c'est une planète qui fonce, qui va de l'avant, qui perfore. Là, on lui demande de faire preuve de retenue, de revenir sur ses pas.
c'est pas du tout dans les attributs de Mars. Donc attention, quand Mars va redevenir direct, il va lâcher les vapeurs et là, il risque de sérieusement se déchaîner. Donc ça va être une période là au niveau mental, au niveau communication qui va être un petit peu à couteau tiré. Donc il faudra surveiller ce qui va se passer sur le plan même mondial, au niveau des accords, puisqu'on a quand même Neptune qui est au sextile de Mercure. Donc sur le plan international, au niveau des accords, il peut y avoir un désir d'accord, mais également de la tension. Les tensions peuvent être à l'origine de ces désirs d'accord. Il y a là une mécanique qui est en place, qui sera à regarder, à surveiller de très près. Bon, je ne vais pas entrer dans les catastrophes naturelles, parce que pourquoi ? Bien écoutez, je vais être très clair avec vous. Quand on voit dans quel état est la planète, à coup sûr, nous allons aller vers des catastrophes naturelles. Donc des pluies diluviennes, des inondations, bref, peut-être même des tremblements de terre. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là parce que, hélas, je crains fort que nous ne passions pas à côté. Je vais rester dans ce qui nous concerne en propre et sur les moyens que nous avons d'agir. Alors évidemment, nous avons une conscience sur le plan de la planète. Il serait temps d'arrêter de cesser de l'abîmer et de la blesser, cette chère planète Terre. Parce que sinon, elle va se mettre en colère, et vous savez, quand Poséidon, Neptune se met en colère, c'est terrible. Il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. Je vous renvoie à la mythologie avec Ulysse. Quand Poséidon se met en colère, il mène la vie dure à Ulysse. Donc, attention. Alors, voilà l'état du ciel, donc, globalement, pour le début de l'année 2023. On a plutôt des belles harmoniques, je trouve. On a une seule ligne rouge, si on veut raisonner en termes d'énergie, pour des lignes vertes et des lignes bleues beaucoup plus importantes. Donc on a là une charge au niveau collectif qui est plutôt intéressante et pour moi extrêmement constructive. Mais je voudrais maintenant m'arrêter sur un autre aspect dans cette figure que je vais vous montrer tout de suite. Alors pour ce faire, je vais un peu isoler certaines planètes pour vous faire comprendre mon raisonnement et bien l'illustrer pour que ce soit très clair pour vous. Voilà. Je n'ai laissé que Vénus-Pluton et je vais positionner une planète. Voilà, celle-ci. Alors qu'est-ce que c'est que cette planète ? Eh bien cette planète s'appelle Eris. Et Eris, il est intéressant un peu de s'y arrêter parce que c'est une planète naine. Donc, planète naine. Alors, une petite note historique. On a observé pour la première fois la présence d'Eris en 2003. C'est l'équipe de Michael Brown du California Institute of Technology qui l'a observé pour la première fois en 2003. Mais Eris n'a été réellement identifié et donc baptisé que le 5 janvier 2005. Et Eris est, avec Pluton, l'une des planètes naines les plus, je dirais, massives et les plus grandes de notre système solaire. Sa révolution autour du Soleil, retenez bien, est de 557 ans. 557 ans. Vous voyez un petit peu le cycle de cette planète. Elle est actuellement au 23e degré du Bélier, là pour le 1er janvier 2023. Et elle est entrée dans ce signe, donc le Bélier, le 2 juin 1922, et elle en sortira complètement le 10 mars 2048. Ce qui veut dire que Eris séjourne dans le signe du Bélier 126 ans. Un siècle et pratiquement 30 ans. C'est vous dire la lenteur de cette planète naine. Et c'est une planète, donc ça veut dire qu'il va falloir, nous autres astrologues, que nous en tenions compte au fil du temps. Alors évidemment,
identifié en 2005, ça ne fait que 17 ans que nous l'avons identifié, nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour pouvoir vraiment apprécier à sa juste valeur symbolique ce que Eris véhicule et joue au niveau de l'inconscient collectif. Pour ma part, c'est une planète qu'on ne peut considérer que sur le plan mondial, parce que vu sa lenteur, sur le plan individuel, ça me semble un petit peu plus délicat, ou alors il faut voir si cette planète est vraiment sur des angles et avec des conjonctions très serrées, parce que pour moi, vu sa lenteur, on ne peut prendre qu'un degré d'orbe avant et après. Parce que c'est une planète qui est beaucoup trop lente. Si on commence à prendre des orbes de 3-4 degrés, à mon avis, on ne va pas s'en sortir dans l'observation. Alors, Eris a un satellite qui s'appelle Dysnomie, sa fille, donc, dans la mythologie, et Dysnomie, ça veut dire l'anarchie, et Eris, c'est la discorde. Je vous ramène au mythe de la pomme, avec Aphrodite. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le mythe parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Je vous invite à lire le mythe, il est très très intéressant. Alors donc, on a Eris qui est ici, et vous voyez, si on positionne, alors évidemment, si je marque l'aspect, parce que j'ai mal réglé mon logiciel, on a un carré. Bon, mais là, on a quand même un carré de 4 degrés d'orbe, il m'apparaît un petit peu trop important vu la lenteur de cette planète. Mais on aurait pu évaluer un peu la portée d'Eris dernièrement au moment de la pandémie. Sauf que durant la pandémie, on a eu la concentration Pluton, Jupiter, Saturne ici, qui était au carré d'Eris, et on avait le transit d'Uranus fin Bélier. Autrement dit, Eris s'est trouvé pris dans un canevas planétaire qui fait qu'on a eu du mal à savoir qui d'Eris ou d'Uranus, de Pluton, Jupiter, Saturne intervenait vraiment. On sait que le cycle Jupiter, Saturne, Pluton au carré d'Uranus a marqué la pandémie, hein, ça c'est sûr, mais maintenant, le rôle d'Eris dans tout ça, il est difficile à entrevoir. Et je pense que nous allons maintenant pouvoir vraiment connaître ce que Eris a dans le ventre lorsque Pluton va quitter définitivement le signe du Capricorne. Voilà, Eris sera complètement débarrassé de toute zone d'influence d'une autre planète et on aura là un plein discernement pour voir comment Eris va exerce son faisceau symbolique ici-bas et dans l'inconscient collectif. Et pour conclure sur cette planète, je pense qu'il va falloir sérieusement s'y attarder et s'y pencher. Et alors, pour conclure sur ce sujet, je voulais vous signaler 2 ouvrages qui ont été écrits par Carmela Di Martine. Et elle a fait une étude sur la planète Eris. Elle a publié 2 ouvrages qui sont très très conséquents. Elle est remontée dans l'histoire pour voir les effets d'Eris. Je vous invite, si cela vous intéresse, à vous procurer ces 2 ouvrages. Carmela, c'est C-A-R-M-E-L-A, plus loin D-I, plus loin Martine comme le prénom. Et vous trouverez ces 2 ouvrages aux éditions lulu.com, c'est de l'auto-édition, hein. Vous tapez sur internet lulu.com et dans le moteur de recherche, vous tapez le nom de l'auteur et puis Eris, et vous arriverez aux 2 ouvrages de référence. Et je vais vous lire quand même cet extrait en préambule d'André Barbeau, et qui est très très intéressant. Voilà ce qu'André Barbeau avait écrit pour la revue Signe Ascendant. C'est une revue que j'avais créée. À l'époque, il n'y a eu qu'un seul numéro, et André avait écrit un article pour cette revue, et voici l'extrait. Avec Arnold Toynbee, maints historiens conviennent de l'existence d'un cycle de 5 siècles qui ponctue l'histoire de l'humanité, dont le rythme s'accorde au temps des extrêmes concentrations planétaires. La civilisation de la chrétienté occidentale, remontant à la fin du XVe siècle, ayant livré passage à une ère nouvelle depuis la fin du siècle dernier. Encore son nom, faute d'en percevoir l'identité. Fin de la citation d'André Barbeau. Eh bien, je pense justement que cette planète qui régit ces fameux 5 siècles dont parle André, eh bien c'est la planète Eris.
Alors, Arnold Toynbee, dont il est question, est un historien britannique qui est mort en 1975. Donc je pense que là, on a l'identité de cette planète qui ponctue les fameux 5 siècles relevés par l'historien. Voilà, donc je vais cesser ici mon bavardage concernant Eris, mais j'invite tous mes consoeurs et confrères à se pencher sur Eris et à commencer un peu à l'observer de la façon la plus aiguë possible. Alors il y a des moyens pour l'observer, c'est les transits du Soleil. À chaque fois que le Soleil va rentrer en conjonction avec Eris, ou alors des aspects du Soleil mais exacts, il va falloir être extrêmement rigoureux sur les orbes en ce qui concerne la planète Eris. Voilà, donc je vais stopper ici mon propos, mais je pensais qu'il était important parce qu'on est actuellement à un moment où il y a un désordre qui règne total. C'est le bordel à tout va. C'est vraiment, on est dans une période de grande discorde et on a la planète de la discorde dans le signe du Bélier, le signe de Mars précisément. Voyez, donc je pense qu'il y a eu quand même là, je pense que cette planète a été précisément activée par les 3 lentes et que ça a déclenché quelque chose sur le plan planétaire. On voit qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a rien qui fonctionne. On marche sur la tête, si tant est qu'il y a encore une tête quelque part. On est dans un climat d'une grande bellicosité. On n'a jamais autant parlé de menaces nucléaires qu'en ce moment. Des chefs d'État qui balancent ça, menaces nucléaires, jamais auparavant on a vu ça. Donc on est à un moment de notre histoire où il y a une concentration et je pense qu'il va falloir se pencher sérieusement sur Eris. Bon, alors maintenant, je vais la faire disparaître et je vais en venir à l'objet de mon propos, de ma vidéo. Et je vais vous présenter les 3 mouvements planétaires importants pour moi qui vont avoir lieu cette année. Alors, je vais pour ça positionner les planètes qui vont être concernées. Alors, Saturne et Jupiter. On va faire disparaître Vénus. Voilà les 3 planètes qui vont être concernées durant l'année 2023. Alors, la première sur laquelle nous allons nous appesantir, c'est le cas de le dire, c'est Saturne, puisque Saturne va rentrer très très rapidement. Voilà, vous voyez, on va avancer maintenant en jour. Voilà. Voilà, vous voyez, en réalité, le 7 mars, dans la nuit du 7 mars au 8 mars, Saturne va faire son entrée dans le signe des Poissons. Après avoir parcouru pendant 2 ans et demi l'ère des Verseaux, il va rentrer maintenant dans l'océan de Neptune. Alors évidemment, Saturne et les Poissons et Neptune, on n'est pas dans le même monde. Ça n'a plus rien à voir. Parce que Saturne va être sous la maîtrise de Neptune. Saturne va être le locataire, mais le maître des lieux, c'est Neptune. Donc Saturne va devoir, bon an, mal an, bon gré, mal gré, devoir s'adapter au mouvement, aux fluctuations de Neptune. Et puis Neptune va devoir supporter, tolérer ce locataire rigoureux, sérieux, pesant, qui est Saturne. Donc c'est une entrée planétaire particulièrement intéressante par rapport à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Et alors, Saturne, c'est le principe de réalité, c'est la raison résonante, si j'ose dire, c'est le sérieux, c'est un peu la montagne au milieu de l'océan, Saturne en Poisson. Voilà. Donc, Saturne va évidemment avoir ses assises qui vont être un petit peu moins solides. Il va être obligé de faire preuve d'adaptabilité, de mobilité. Il va donc être obligé un petit peu de relâcher certaines de ses résistances, certains éléments sur lesquels il repose, auxquels il tient. Et puis de l'autre côté, les poissons en particulier vont devoir accepter la rigueur et la raison de Saturne qui arrive. C'est-à-dire que Saturne va un petit peu donner une orientation, va endiguer la tendance à l'éparpillement que véhicule le signe des Poissons et la planète Neptune.
Car n'oublions pas qu'en 2026, il y aura la conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier, puisque comme vous le savez, Neptune est dans le signe des Poissons actuellement. Et il y sera jusqu'en 2025-26. On le fait disparaître, voilà. Alors, ce Neptune-là en Poisson, ce Saturne en Poisson, Saturne, c'est aussi les hautes institutions, les grandes administrations, les mammouths. Et il est possible que là, tout ce qui symbolise donc ces hautes institutions, qu'il y ait là du remous, que celles-ci soient obligées de revoir leurs plans, leurs assises, parce que Saturne dans les Poissons, si vous voulez, le socle, les racines sont dans l'eau. Bon. Et lorsqu'on arrose trop une plante, eh bien les racines pourrissent. Donc ce Saturne-là, qui va être dans le signe d'eau des Poissons, il va falloir faire preuve doublement de discernement, de manière à ne pas subir l'intrusion neptunienne, qui est une intrusion très subtile. Vous savez, l'eau est l'élément le plus puissant, ne l'oublions jamais. Une moindre petite brèche, l'eau s'infiltre, s'insinue, et petit à petit la brèche s'ouvre, et après c'est l'inondation. Donc, la rigueur de Saturne va devoir être doublement accrue, de manière à ne pas se transformer en radeau de la méduse, la planche sur l'eau. Et on flotte, on est sur la planche, mais on ne sait pas où on va. La visibilité est réduite et on part complètement dans le brouillard. Donc là, il va y avoir une conjugaison, alors ça c'est sur le plan collectif et mondial, très intéressante à observer. Alors le côté également, je dirais positif, c'est que Saturne a à voir aussi avec la vie intérieure, la méditation, le sacré. N'oublions pas qu'il fut le père de l'âge d'or. Et dans le monde de Neptune, eh bien, ça peut être un magnifique mariage au niveau de l'éclosion spirituelle. Mais là, je parle de la vraie spiritualité, je ne parle pas du développement personnel et de tout cet outillage-là dont on nous rebat les oreilles en permanence. Là, je parle vraiment du rapport avec le sacré, avec le spirituel au plus profond de l'être, de ce qui réside au plus profond de nous. Ce Saturne-là en Poisson peut être très intéressant sur ce plan-là. Il est possible que chez certains d'entre nous, et peu importe l'endroit où nous sommes, il y ait des éclosions, il y ait des vocations qui naissent là. Et Saturne en Poisson, on structure quelque chose dans le monde des Poissons, le monde donc de Neptune, valeurs humanitaires, écologique, et j'en passe, puisque Neptune c'est aussi l'écologie, mais la belle écologie, je ne parle pas de l'écologie, cette écologie, je dirais, politicienne et austère et complètement radicale, que je trouve absolument absurde et contre-productive. Je parle de la belle écologie, le rapport réel avec la nature et la nature qui est également présente en nous. Donc on a là un transit de Saturne qui est très très intéressant à suivre, mais il va demander beaucoup de discernement parce que les barrages là peuvent sauter. C'est un Saturne dans le signe des Poissons. Donc toutes les hautes institutions, les grands mammouths, ceux qui reposent sur un passé, une histoire, attention, parce qu'ils pourraient être submergés, il pourrait y avoir une grande vague qui pourrait les recouvrir, une vague collective. Alors ça peut se faire n'importe où sur Terre. Ensuite, l'autre mouvement planétaire qui va être intéressant, c'est que Pluton va rentrer en Verseau. Alors, Pluton va rentrer en Verseau. On va y aller. Vous voyez, au fur et à mesure, Saturne avance, parce que là, alors voilà, Saturne sera en Verseau. Vous voyez, le 24 mars, Saturne sera à 0 degré du signe. Pluton sera à 0 degré du signe des Verseaux après sa grande traversée en Capricorne. Il va humer l'air du signe du Verseau. Il va y rester 3 mois. Mars, avril, mai. Et ensuite, il reviendra en Capricorne. Mais il va stationner à 0 degré du Verseau pendant 3 mois. Alors, que dire de ce Pluton en Verseau ? Alors déjà, je vous renvoie à un long article que j'ai écrit en
2017 ou 2015, je ne suis plus sûr, je crois que c'est 2015, où j'avais réfléchi sur l'entrée de Pluton en Verseau. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à cet article. Regardez dans la description en bas à gauche de la vidéo, j'ai indiqué le lien qui vous permettra de vous reporter à ce long article de réflexion que j'ai fait sur l'entrée de Pluton en Verseau. Mais qu'est-ce que je peux succinctement vous en dire là ? Eh bien, on a, comment vous dirais-je, Pluton, quand il est bien vécu, également comme Saturne. Hein. Ce que j'ai oublié de vous dire sur Saturne, c'est qu'actuellement, on ne vit pas le bon Saturne, évidemment, parce qu'on est dans l'époque du toujours plus et du toujours plus vite. Alors, le toujours plus et le toujours plus vite, Saturne, il ne connaît pas, lui. Non. Donc, on est dans un Saturne d'avidité, un Saturne de frustration, de misère, de manque, de privation. Et quant à Pluton, Pluton, moi, je dis que c'est une très belle planète quand elle est très bien vécue. C'est le grand alchimiste, la planète de la connaissance, la planète qui nous permet de réellement évoluer et progresser. Mais alors, quand on est dans le Pluton bourbeux, le Pluton de la terreur, le Pluton de la plutocratie, du pouvoir, du terrorisme, de la menace nucléaire, ce Pluton bourbeux de la dégénérescence, de la déliquescence, et bien là, il est tout aussi nocif et tout aussi dangereux. Alors ce Pluton va rentrer dans le signe du Verseau et il va être sous la maîtrise d'Uranus. Uranus qui nous ramène au mythe de Prométhée. On a là le mythe du golem ou du docteur Frankenstein. Ben oui, ça va être le monde du transhumanisme qui va s'ouvrir devant nous, le monde de l'explosion de la robotique, puisque Pluton sera sous la gouverne d'Uranus, qui est la planète de la haute technologie et des multimédias. Alors il faut s'attendre à une grande révolution sur Internet, les réseaux sociaux. L'Internet que nous connaissons, ça va exploser. Il va y avoir une nouvelle génération au niveau Internet. Tout ça, ça va changer. Évidemment, ça va être la cybercriminalité, le cyberterrorisme qui va s'installer parce que ça va être Uranus. De la brutalité du Pluton en Capricorne, nous passerons vers un Pluton au niveau, j'entends, de la terreur, qui va être infiniment plus dangereux parce qu'il va s'immiscer au cœur du système. Donc là, attention. Et qui dit cybercriminalité, cyberdélinquance et cyberterrorisme dit cybersécurité, voilà, et cybersurveillance, bref. Alors le côté positif de ce Pluton en Verseau, ça va être aussi l'explosion au niveau des maladies lourdes, pathologies. Je pense qu'il va y avoir des avancées considérables, très positives. La lutte contre le cancer, toute la maladie génétique, je pense qu'il va y avoir des avancées prodigieuses, des découvertes, des avancées extrêmement importantes sur ces maladies qui font encore beaucoup de dégâts. Hein. Il faut savoir que le cancer, c'est 50% encore de morts par chaque année. Hein. C'est la maladie qui emporte le plus grand nombre de personnes, sans parler de toutes les autres maladies génétiques également. Donc je pense que là, ce Pluton en Verseau va apporter des découvertes prodigieuses et également sur le plan de la technique chirurgicale, il va y avoir des progrès absolument phénoménaux et magnifiques. Hein. Car n'oublions pas qu'en 2026, Uranus sera en Gémeaux et il sera au trigone de Pluton. Hein. Donc là, on va être dans un facteur très positif. Hein. Ça sera relié au sextile de Neptune en Bélier. Mais nous n'y sommes pas encore. Je reviens à 2023. Donc, on ne va pas le ressentir tout de suite, hein, il fait une petite entrée, mais il faudra quand même surveiller les prémices de ce qui va se passer durant ces 3 mois, hein, mars, avril, mai 2023, au moment de leur entrée de Pluton en Verseau. Ensuite, la troisième planète qui va bouger, c'est Jupiter. Jupiter va rentrer en Taureau. Alors, on va le faire avancer. Voilà, alors on va le faire reculer un petit peu, pour être précis. Bon, allez, voilà. Jupiter rentre en Taureau le 16 mai à minuit, 17 mai, voilà. Jupiter rentre en Taureau. Après le Bélier, il rentre dans le signe vénusien du Taureau. Alors le Taureau est un signe de terre, sa planète c'est Vénus, l'autre planète qui est exaltée c'est la Lune, c'est le signe de la convivialité, de la jouissance, c'est les plaisirs, la sensualité, c'est le signe du cœur du printemps, la nature reprend son plein essor, bref. Et Jupiter qui est plutôt jovial,
Donc un Jupiter Taureau, de prime abord, c'est plutôt sympathique. Bon, sauf que, il va tout de même y avoir un aspect qui va se faire sentir, c'est que Jupiter, vous voyez, sera au carré de Pluton. Alors là, il faudra observer alentour de cette date-là ce qui va se passer. Parce que le carré Jupiter-Pluton, c'est un aspect de pouvoir, c'est deux planètes réunies par carré. Jupiter en Taureau, ça marque le monde de l'agriculture, et on sait que le monde de l'agriculture est en très mauvais état, c'est une catastrophe. C'est aussi le monde alimentaire, c'est aussi le monde de la finance. Donc il faudra voir ce qui va se passer au moment de cette amorce de carré. Ça ne veut pas dire que les choses vont se passer le 17 mai, mais suivre l'évolution ensuite, comment ce carré-là va semer ses petites graines dans la terre du Taureau. Il y a un aspect quand même de tension. Bon, ce carré ne va pas perdurer parce que Jupiter va avancer. Il va aller jusqu'à 15 degrés du signe. Il va avancer, vous voyez, on va l'avancer. Vous voyez, je crois qu'il va jusqu'à 15 degrés du signe. Vous voyez déjà là, au mois d'août, il est déjà à 15 degrés, et si on continue, voilà, il entame sa phase de rétro. Donc il parcourt les 15 premiers degrés du signe du Taureau. Donc un décan et demi, en fait. Donc le carré va se défaire. Mais il faudra observer, au moment où il va se faire, ce qui va se passer sur le plan mondial. Alors au niveau de l'économie mondiale, il faudra voir également tout ce qui touche l'agriculture, le côté alimentaire, voir les événements qui pourront se passer. Alors également, c'est évidemment le monde de la finance. Alors le Jupiter en Taureau, c'est pas forcément un mauvais transit pour tout ce qui est lié à l'argent, le capitalisme, le libéralisme. En 2024, il y aura la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, mais nous n'y sommes pas encore, je ne vais pas aller si loin. Je vais en rester à l'année 2023. Donc voilà les trois mouvements planétaires importants durant l'année 2023. Alors il y a une chose aussi qu'il faut noter, intéressante, c'est que, alors je vais essayer de voir, au fur et à mesure, nous allons avoir la formation, vous voyez, du sextile Jupiter-Saturne. Actuellement, on a le carré. On a le semi-carré Jupiter-Saturne, et là on va avoir le sextile. Alors le cycle Jupiter-Saturne, c'est le cycle qui régit l'Europe, l'Union européenne. Alors là, l'amorce de ce sextile à Saturne peut être positif au niveau de l'Europe. Il faudra voir ce qui va se passer également, parce qu'actuellement il va bien falloir trouver une solution, parce que là l'Europe, l'Union européenne en ce moment passe un très très mauvais quart d'heure, si j'ose dire. Et là on a quand même le sextile. Donc il va falloir suivre là ce qui va se passer. Il peut y avoir quand même un début d'équilibre au niveau des relations, au niveau de la communauté européenne qui actuellement est fortement malmenée. Notons également ce sextile. Vous voyez d'ailleurs c'est intéressant puisque il y a le carré à Pluton et le sextile à Saturne en même temps. Donc intéressant de noter ces deux intercycles en fait. Jupiter-Saturne et Jupiter-Pluton. Écoutez, je ne vais pas donc aller plus loin dans mes propos. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Alors évidemment, tout ceci s'applique à la planète entière. Ce n'est pas spécifiquement pour la France. Bon, ensuite, dans les thèmes individuels, évidemment, les natifs du Verseau, tout premier décan qui ont un soleil à 1 degré du signe, là, bon, on va commencer à avoir la petite conjonction de Pluton à leur soleil. Les natifs Poissons, premier décan, parce que je crois que Saturne ne va pas plus loin de 8 degrés, donc ce sont les natifs du premier décan Poissons qui sont touchés en même temps que les premiers décans Scorpion, premier décan Cancer. Valable également pour Pluton à 0 degré du Verseau pour les Lions, premier décan. Et enfin pour le Taureau qui parcourt un décan et demi, valable pour les signes de terre, pareil, par trigone, opposé au Scorpion et carré au signe fixe pour ce qui concerne les Verseaux, les Lions et les Scorpions. Donc, on voit que là, pour les thèmes personnels, eh bien, il faut que vous regardiez dans vos thèmes respectifs, voir les aspects que vont faire ces transits, dans quelle maison ils vont se faire, pour avoir une petite idée comment ceux-ci vont jouer dans vos existences personnelles. Voilà, je stoppe ici ce petit survol.
Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous appréciez. L'algorithme de Google apprécie et moi ça m'aide. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site. L'adresse va apparaître en fin de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, regardez le lien que j'indique dans le descriptif de la vidéo si vous voulez prendre connaissance de mon article sur Pluton en Verseau. Voilà, et bien écoutez, je vous abandonne ici, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.